Longtemps, la communauté scientifique a soutenu que des trous noirs de dimension colossale, les fameux trous noirs supermassifs, occupèrent le centre de toutes les grandes galaxies. Pourtant, malgré des efforts soutenus, aucun n'avait pu être identifié au sein de la galaxie connue sous le nom de galaxie australe du Moulinet, alias Messier 83 ou M83, une spirale située à quelques 15 millions d'années-lumière. Cette absence laissait les chercheurs perplexes, convaincus pourtant de la présence de ce géant invisible. Aujourd'hui, le très puissant télescope spatial James Webb semble avoir mis au jour un indice laissant penser qu'un trou noir supermassif se tapirait bien au cœur de M83. Ces géants cosmiques se nourrissent de vastes quantités de gaz et de poussière, émettant ainsi une lumière extrêmement intense. Or, M83 ne semblait pas présenter cet éclat caractéristique. Serait-il simplement masqué par d'épais nuages de poussière? De fait, les caméras de pointe du télescope ont détecté des concentrations de gaz ionisé, un phénomène qui survient précisément lorsqu'un trou noir engloutit la matière environnante. En somme, ce dernier pourrait bien jouer à cache-cache, et le James Webb aurait peut-être permis de lever le voile sur cette énigme persistante. Mais qu'ont observé exactement les chercheurs? Ils ont perçu une lueur émise par du gaz néon, nécessitant une énergie considérable, bien supérieure à celle que peuvent produire des étoiles ordinaires. Cette émission lumineuse constitue un indice probant de la présence d'un noyau galactique actif dissimulé. Même les plus violentes explosions d'étoiles, appelées supernovae, ne libèrent pas suffisamment d'énergie pour générer un tel rayonnement. Dès lors, l'hypothèse d'un trou noir supermassif paraît la plus plausible. Toutefois, ce n'est pas l'unique explication envisageable. La lumière pourrait également résulter d'ondes de choc traversant le gaz interstellaire. Afin de trancher, les chercheurs comptent scruter la région avec d'autres instruments spatiaux de haute précision, tels que les télescopes Hubble, ALMA ou encore le Very Large Telescope. Dans le même temps, cette découverte illustre les capacités du télescope spatial James Webb. Il semble désormais capable de révéler des phénomènes longtemps restés hors de portée de nos moyens d'observation. Parmi d'autres exemples, il a contribué à la détection d'un trou noir réputé impossible. Cela dit, cette découverte pourrait ne pas être aussi stupéfiante qu'elle l'a d'abord paru. Tâchons ensemble de percer ce mystère. En réalité, les astronomes croyaient avoir identifié un trou noir d'une voracité extrême, absorbant la matière à un rythme 40 fois supérieur à la norme admise. Un phénomène qui contrevenait manifestement aux lois connues de la physique. Ce trou noir, baptisé LID 568, a été localisé grâce au télescope spatial James Webb. Il remonterait aux premiers temps de l'univers, ayant pris forme seulement 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Initialement, tout laissait croire que ce trou noir insatiable dévorait bien trop, et à une cadence anormalement rapide. Un tel rythme aurait entraîné une croissance fulgurante, surprenante à un stade si précoce de l'univers. Pourtant, à la lumière des nouvelles observations du télescope Webb, les chercheurs ont reconnu leur erreur. Le trou noir, en réalité, ne transgressait aucune règle. Ce que l'on avait pris pour une consommation excessive n'était qu'un leurre causé par un épais nuage de poussière masquant partiellement la scène. Voici en principe comment fonctionnent les trous noirs. Lorsque la matière s'y précipite, elle s'échauffe considérablement et émet une lumière intense. Une règle, appelée limite d'Eddington, précise que la quantité maximale que peut absorber un trou noir dépend directement de sa masse. S'il tente d'en ingérer davantage, le rayonnement produit repousse cette matière, l'empêchant ainsi de poursuivre son absorption. Certains parviennent à dépasser quelque peu cette limite. On parle alors d'accrétion super Eddington, mais en aucun cas dans des proportions 40 fois supérieures. Or, selon les premières estimations, LID 568 semblait violer cette contrainte de manière spectaculaire. Puis, la nouvelle étude publiée en avril 2025 a démontré que le trou noir se nourrissait en réalité à un rythme tout à fait ordinaire. L'erreur initiale venait d'une visibilité altérée par la poussière cosmique, laquelle bloque et disperse la lumière, rendant l'observation plus difficile. En définitive, ce que l'on prenait pour un glouton s'est révélé être un objet céleste d'un comportement plutôt banal. Avouez que cela a quelque chose de frustrant. Les chercheurs expliquent
que lorsqu'un trou noir est dissimulé derrière un nuage de poussière, comme avec LEED 568, il est impératif d'ajuster les mesures de luminosité en tenant compte de cette poussière afin d'estimer correctement sa masse. Sans cela, les résultats obtenus risquent d'être erronés, faussant par là même le calcul de la fameuse limite d'Eddington. Dans cette étude, l'équipe a estimé la masse du trou noir à partir de la lumière infrarouge, moins sensible à l'opacité des poussières que la lumière visible, habituellement utilisée. Grâce à cette méthode, ils ont découvert que le trou noir était près d'1 milliard de fois plus massif que le Soleil, soit environ 40 fois plus que les premières estimations. Cette nouvelle mesure a permis de corriger le calcul de la limite d'Eddington, révélant que ce trou noir n'était ni aussi vorace ni aussi étrange qu'on ne l'avait cru. Son comportement ne témoigne donc pas d'une croissance anormalement rapide. Les chercheurs savaient déjà que la poussière pouvait fausser l'évaluation des trous noirs. Toutefois, ils n'ont pas toujours su corriger cette distorsion lors de l'observation de galaxies lointaines. Il est donc fort possible que d'autres trous noirs aient eux aussi été mal mesurés, ce qui aurait entraîné une interprétation erronée. La nouvelle méthode mise au point par l'équipe pourrait permettre aux scientifiques d'approfondir leur connaissance des trous noirs dissimulés dans des galaxies obscurcies par la poussière, notamment celles que l'on appelle les petits points rouges, récemment révélés par James Webb. Lors de la première analyse de ces zones reculées de l'univers, les chercheurs ont mis au jour un phénomène inédit. Un ensemble de minuscules galaxies d'un rouge extrêmement marqué. Ces objets célestes, baptisés petits points rouges, se comptent par centaines et ne semblent apparaître que durant une brève période de l'histoire cosmique, environ 1 milliard d'années après la naissance de l'univers. Ces derniers suscitent une vive perplexité. Ils présentent les caractéristiques de deux entités très différentes. Certains évoquent d'énormes galaxies regorgeant d'étoiles, et d'autres font songer à des galaxies modestes, abritant un immense trou noir en leur cœur. Toutefois, une chose reste certaine. La galaxie typique parmi ces points rouges est d'une taille infime. À peine 2% de la Voie lactée, et certaines sont encore plus réduites. Qu'est-ce donc qui fait scintiller ces galaxies ? Deux hypothèses principales s'opposent. L'une suggère qu'un petit point rouge renfermerait un nombre extraordinaire d'étoiles, jusqu'à 100 milliards, soit l'équivalent de la Voie lactée, bien que sa taille soit considérablement moindre. Imaginez un espace silencieux, immense et vide, tel est le voisinage de notre système solaire. Maintenant, transposez dans cette même pièce la population d'un vaste pays, compressée au maximum. Voilà peut-être à quoi ressemble l'intérieur d'un petit point rouge. Un lieu parmi les plus densément peuplés de l'univers, à tel point que certains chercheurs doutent qu'un tel degré de concentration soit réellement possible. L'autre théorie avance que ces points rouges seraient de petites galaxies compactes, au centre desquelles siège un trou noir colossal. Les scientifiques peuvent repérer de tels objets en étudiant la manière dont le gaz gravite autour, produisant une lumière spécifique. Or, ce type de signature a bien été observé dans de nombreux petits points rouges. Le plus surprenant demeure toutefois la taille de ces trous noirs, bien trop massifs pour les galaxies minuscules qui les abritent. En temps normal, un trou noir représente à peine 0,1% de la masse d'une galaxie. Dans certains de ces points, en revanche, il pourrait presque en égaler la masse totale. C'est si peu commun que les scientifiques les surnomment « trous noirs surdimensionnés ». Mais un dernier mystère persiste. Alors que les trous noirs conventionnels émettent des rayons X, ceux des petits points rouges n'en laissent aucune trace. Même à l'aide de télescopes spécialisés, les chercheurs n'ont pu repérer le moindre signal. C'est comme si ces trous noirs jouaient à cache-cache, échappant encore à nos moyens d'observation actuels. Juste au moment où vous pensiez que l'univers ne saurait devenir encore plus bizarre, vous avez dit bizarre. Le cosmos vous prend au dépourvu avec une apparition déroutante. Une gigantesque bulle lumineuse, si parfaite qu'elle semble irréelle. Des astronomes ont observé un phénomène singulier dérivant dans notre galaxie. Ce n'est ni une planète vagabonde, un astre de taille planétaire qui n'orbite autour d'aucune étoile, ni une étoile elle-même, ni même un résidu classique de supernova. C'est une sphère d'une régularité parfaite, et les chercheurs sont déboussolés. En explorant les relevés d'un radiotélescope d'une puissance exceptionnelle, des astronomes ont repéré un objet intrigant, une bulle parfaitement sphérique. Leur première hypothèse fut celle d'un vestige de supernova, l'explosion d'une étoile massive.
Mais ce qui les a véritablement troublés, c'est la perfection anormale de cette structure. Habituellement, ce type d'explosion stellaire engendre des nuées chaotiques aux contours irréguliers. Or, la structure nouvellement observée semblait avoir été tracée au compas, tant ces lignes étaient nettes. Les chercheurs l'ont baptisé Teleios, un terme grec ancien signifiant « parfait ». Bien qu'ils aient envisagé plusieurs explications, aucune ne s'est révélée satisfaisante à ce jour. Cet étrange corps céleste a été découvert à l'aide d'un télescope situé en Australie, connu sous le nom d'ASCAP. Cet instrument scrute le ciel pour recenser divers objets circulaires étranges, dans le cadre d'un programme intitulé Carte évolutive de l'univers. Certains de ces cercles lointains, appelés ORC, sigle pour Odd Radio Circles, ou cercles radio étranges, suscitent déjà de profondes interrogations parmi les scientifiques. Mais celui-ci se distingue des précédents, car il se trouve à l'intérieur même de notre propre galaxie. Pourtant, bien que Teleios soit techniquement plus proche de nous, les chercheurs peinent à en évaluer la distance exacte. Cette incertitude complique d'autant plus l'identification de son origine et de sa formation. En examinant cette bulle spatiale avec encore plus d'attention, les chercheurs ont relevé un détail troublant. L'objet n'émet qu'une lueur extrêmement ténue, détectable uniquement dans les ondes radio, rien dans le spectre visible ni dans les rayons X. Sur la base de cette lueur, ils supposent qu'il pourrait s'agir de l'enveloppe résiduelle laissée par une supernova thermonucléaire, l'une des plus brillantes et violentes que l'univers soit capable de produire. Ce type d'explosion survient lorsqu'une naine blanche, une étoile morte extrêmement dense, attire la matière d'une étoile voisine. Elle continue d'en absorber jusqu'à atteindre une masse critique, trop lourde à supporter, et finit alors par exploser en libérant une immense énergie. Ce mécanisme semble cohérent. Toutefois, déterminer la distance réelle de cet objet demeure complexe. Après avoir effectué plusieurs calculs, les scientifiques ont abouti à deux hypothèses. Soit Teleios se situe à environ 7175 années-lumière, soit il est bien plus éloigné, à quelques 25 114 années-lumière. Enfin, à peu de choses près. Tout dépend de l'estimation correcte. Si Teleios est relativement proche, il mesurerait environ 46 années-lumière de diamètre, ce qui en ferait un reste de supernova assez jeune, sans doute âgé de moins de 3000 ans. Mais s'il est situé à la plus grande distance, il atteindrait un diamètre impressionnant de 157 années-lumière et pourrait alors avoir plus de 10 000 ans. Alors, quelle est la bonne réponse ? C'est précisément là que les difficultés commencent. Les chercheurs disposent de modèles décrivant le comportement attendu des restes de supernova. L'un des indicateurs essentiels est l'émission de rayons X. Or, comme vous vous en souvenez peut-être, Teleios n'en émet aucun. Pas la moindre trace de rayonnement X n'a été détectée. C'est là tout le mystère. Comment un objet censé produire ce type de rayonnement peut-il rester entièrement silencieux ? Rien ne semble cohérent et les scientifiques restent désemparés. Une autre piste étudiée par les scientifiques est que Teleios ne serait pas du tout un reste ordinaire de supernova. Il pourrait plutôt provenir d'un type d'explosion plus rare, appelé supernova de type Yax, et celle-ci défie vraiment toutes les attentes. Dans une supernova thermonucléaire classique, l'étoile naine blanche est pulvérisée. Mais dans le cas d'une supernova Yax, elle n'est pas complètement détruite. Elle survit partiellement, devenant une étoile zombie, blessée mais toujours présente. Ce scénario expliquerait en réalité bien des aspects de l'apparence et de la lueur de Teleios. Cependant, dans cette hypothèse, l'objet devrait être bien plus proche de nous, à environ 3262 années-lumière. Il serait alors aussi beaucoup plus petit, ne mesurant qu'environ 11 années-lumière de diamètre. Ce qui rend cette idée particulièrement intrigante, c'est qu'une étoile bien réelle, située à cette distance, pourrait être la fameuse étoile zombie. Mace, et c'est un mais de taille, les autres mesures de distance contredisent toute cette possibilité. Cette hypothèse semble donc être une impasse. Autre étrangeté, la forme presque parfaitement sphérique de Teleios. Cela n'a rien d'habituel. Les explosions de supernova sont généralement désordonnées et asymétriques. L'onde de choc traverse des nuages de gaz ou de poussière, et certaines parties se propagent plus vite que d'autres. À la longue, la structure qui en résulte devient irrégulière, voire déformée ou fragmentée. Mais ici, l'objet semble parfaitement sphérique, tel un ballon. Un tel cas est rarissime. La seule explication plausible serait qu'il ait explosé dans une région exceptionnellement vide du cosmos, lui permettant de s'étendre uniformément dans toutes les directions. Ce n'est pas impossible, simplement très improbable. Dès lors, compte tenu de sa forme singulière,
Peut-on envisager que Téléos soit un objet artificiel? Pourrait-il s'agir d'une sphère de Dyson? Ce concept théorique décrit une mégastructure entourant une étoile afin de capter l'intégralité de son énergie. À l'origine, cette idée servait à imaginer une méthode pour détecter une civilisation extraterrestre en repérant leur consommation énergétique plutôt qu'en attendant une communication directe. Voyez-vous, ici sur Terre, nous ne recevons qu'une très petite partie de l'énergie solaire. Pourtant, 386 milliards de mégawatts rayonnent dans toutes les directions dans l'espace. Pour ne pas gaspiller cette énorme énergie, une civilisation pourrait construire une sphère de Dyson, ou plutôt un essaim de Dyson, une quantité de panneaux solaires en orbite autour de l'étoile. Cela leur permettrait d'utiliser cette énergie pour leur planète, leur technologie, leur système d'IA, et peut-être même pour voyager dans l'espace. Pour comprendre à quel point une espèce capable de construire une sphère de Dyson doit être avancée, les scientifiques utilisent l'échelle de Kardashev. Elle classe les civilisations selon leur usage d'énergie. Le type A utilise toute l'énergie disponible sur sa planète. Spoiler, ce n'est même pas notre cas. Le type 2 exploite toute l'énergie de son étoile. C'est le niveau d'une sphère de Dyson. Le type 3 peut utiliser l'énergie d'une galaxie entière. Imaginez des sphères de Dyson autour de chaque étoile, voire l'énergie des trous noirs. Notre civilisation terrestre est actuellement autour du type 0,70449. Cela veut dire que nous n'avons pas encore utilisé toute l'énergie disponible sur Terre, y compris fossile, renouvelable et nucléaire. Nous faisons encore nos premiers pas dans cette échelle cosmique. Le problème majeur avec la théorie selon laquelle notre objet à la forme parfaite serait une sphère de Dyson, c'est que ce type de technologie ultra avancée émettrait de la chaleur. Autrement dit, il y aurait un rayonnement thermique dans l'infrarouge, rendant l'objet anormalement brillant dans cette gamme. Ce phénomène pourrait indiquer qu'un objet artificiel capte l'énergie d'une étoile pour la réémettre sous forme de chaleur. Or, aucune signature thermique de ce type n'a été détectée lors des observations de Téléos. Alors, avons-nous la réponse définitive? Pas encore. Les chercheurs ont passé en revue tous les indices, la luminosité, la taille apparente, la distance probable, et aucune hypothèse ne s'avère totalement satisfaisante. Chaque théorie présente ses limites, notamment l'absence d'émission de rayons X, qui devrait pourtant être observée selon les modèles habituels. Ils considèrent toujours que la supernova thermonucléaire classique reste la piste la plus plausible à ce jour, même s'ils ne peuvent l'affirmer avec une certitude absolue. Le manque de preuves tangibles maintient le mystère entier. L'équipe souligne la nécessité d'observations plus puissantes et détaillées pour percer ce mystère. Mais quoi qu'il en soit, si Téléos existe, qu'est-ce qui pourrait bien encore se cacher dans l'univers, prêt à bouleverser nos certitudes? Des astronomes ont détecté une douzaine d'explosions mystérieuses dans l'univers, dont on ignore encore la véritable nature et les causes. Pour l'instant, elles se manifestent à environ 200 millions d'années-lumière. Mais que se passerait-il si, un jour, elles survenaient bien plus près de la Terre? Tout a débuté en 2018. Ce jour-là, des télescopes ont capté un immense boom provenant du fin fond de l'espace. Cette explosion était d'une intensité extraordinaire, environ 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Habituellement, ce type d'événement met des semaines, voire des mois, à décliner. Mais celui-ci est passé d'un kaboom à un pouf, disparu en quelques jours à peine. Il atteignit une température extrême et une taille comparable à celle de notre système solaire tout entier, avant de s'évanouir comme s'il n'avait jamais existé. De quoi désarçonner les scientifiques. On a surnommé cette explosion la vache, car son nom officiel était jugé trop long et peu engageant. Depuis lors, les astronomes sont partis en quête de phénomènes similaires, et effectivement, d'autres ont été découverts, à qui l'on a également attribué des noms d'animaux inhabituels. C'est ainsi qu'on a eu le koala en 2018, le chameau en 2020, le diable de Tasmanie en 2022 et le passereau ou le faon en 2023. Ces étranges événements appartiennent à une catégorie baptisée LFBOT, acronyme anglais de transitoires optiques bleus lumineux et rapides. Lumineux car ils brillent intensément, rapides parce qu'ils surgissent et s'éteignent en un éclair. Leur couleur bleue provient de leur température, de l'ordre de 40 000 degrés. Quant à l'expression transitoires optiques, elle signifie qu'ils sont visibles dans la lumière ordinaire, mais ne durent que peu de temps.
À ce jour encore, les chercheurs demeurent perplexes et tentent d'élucider l'origine de ces flashs cosmiques insolites. On dirait que l'univers joue une partie dont les règles nous échappent totalement. Au départ, les scientifiques ont cru qu'il s'agissait de supernovae ratées, des étoiles qui tentent d'exploser mais s'effondrent sur elles-mêmes, un peu comme un ballon qui imploserait. Ce type de collapsus peut engendrer un trou noir central, lequel dévore ensuite l'étoile de l'intérieur. Mais récemment, une nouvelle hypothèse a vu le jour, tout aussi fascinante qu'inquiétante. Elle concerne les trous noirs, ces vestiges extrêmement denses d'étoiles disparues. Leur force gravitationnelle est telle que même la lumière ne peut s'en échapper lorsqu'elle s'en approche trop. C'est pourquoi ils sont entièrement invisibles et ne peuvent être observés directement. À présent, certains spécialistes de l'espace avancent que des trous noirs encore non identifiés, ni trop grands, ni trop petits, pourraient aspirer les étoiles qui s'en approchent trop, provoquant ainsi ces explosions. Ces objets sont appelés trous noirs de masse intermédiaire, mais personne n'en a encore observé. Ils figurent parmi les plus grands mystères de l'univers. Et nous allons tenter d'en percer le secret dans un instant. Mais avant cela, sachez qu'un nouveau LF-BOT vient tout juste d'être repéré dans l'espace. Il a été détecté par un télescope basé à Liverpool et porte pour l'instant le nom de AT2024VPP. Et oui, les chercheurs n'ont pas encore trouvé de surnom animalier, mais la guêpe semble faire partie des propositions envisagées. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. L'un des chercheurs affirme qu'il s'agit du plus marquant depuis la vache. Cette nouvelle explosion cosmique est fascinante et d'une extrême luminosité. Tout comme moi, haha. Peut-être même la plus intense depuis l'apparition des premiers LF-BOT en 2018. Ce nouveau boom de la guêpe ne semble pas non plus correspondre à une supernova ratée. Et pourtant, les scientifiques examinent toutes les données pour le confirmer. Les scientifiques sont désormais assez convaincus que des trous noirs de masse intermédiaire, capables de produire ces explosions, doivent exister quelque part. C'est comme pressentir la présence d'une créature cachée dans l'espace, sans avoir encore réussi à l'observer. Certains estiment même que cette hypothèse est la plus enthousiasmante, et qu'elle pourrait contribuer à percer le mystère de la matière noire, l'une des plus grandes énigmes de l'univers. Quelle que soit la vérité, une découverte récente pourrait éclairer la question des trous noirs de masse intermédiaire. En effet, lorsqu'il s'agit de ces objets, l'univers en présente plusieurs catégories. Les petits, les immenses, et ceux qui se situent entre les deux. Les plus modestes sont appelés trous noirs de masse stellaire. Leur masse représente entre 5 et 50 fois celle du Soleil. Les plus vastes, les trous noirs supermassifs, peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus. On les trouve généralement au cœur des galaxies. Entre ces deux extrêmes se trouve une catégorie encore bien mystérieuse. Les trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont perçus comme le chaînon manquant de la famille des trous noirs. Les scientifiques sont presque certains qu'ils doivent exister. Mais leurs origines, leur évolution et leur composition restent largement inconnues. Bonne nouvelle, ce mystère pourrait enfin être levé. Grâce à de récentes études, les chercheurs disposent désormais de pistes nouvelles et prometteuses. Des chercheurs ont détecté des ondes dans l'espace, appelées ondes gravitationnelles, qui semblent provenir de collisions entre trous noirs. Et pas n'importe lesquels. Ceux dont la masse est comprise entre 100 et 300 fois celle du Soleil. Ce pourraient bien être les fameux trous noirs de taille moyenne. De plus, il s'agirait des plus grandes collisions de trous noirs jamais enregistrées depuis la Terre. Les trous noirs peuvent être considérés comme les fossiles de l'espace. Ils renferment des indices sur les premières phases de l'histoire cosmique. Ceux qui viennent d'être découverts pourraient même nous renseigner sur les premières étoiles qui ont illuminé l'univers. Toutefois, les instruments terrestres comme LIGO, acronyme de l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, ne captent qu'un minuscule instant de ces collisions. Une fraction de seconde à peine, ce qui complique l'identification de l'origine de ces trous noirs intermédiaires. Face à ces limites, les scientifiques ont mis au point une nouvelle stratégie. Un laboratoire prépare une mission spatiale baptisée LISA, pour Laser Interferometer Space Antenna. Ce projet commun de la NASA et de l'Agence spatiale européenne devrait être lancé à la fin des années 2030. LISA flottera dans l'espace et pourra observer l'intégralité des collisions entre trous noirs, pas uniquement l'ultime explosion. Elle sera même capable de suivre leur trajectoire plusieurs années avant qu'ils ne fusionnent. Et si tout fonctionne comme prévu, nous pourrions enfin comprendre l'origine de ces mystérieux objets et en apprendre davantage sur les débuts de notre univers. Vous vous demandez sans doute comment LISA va procéder.
Rappelez-vous, nous avons évoqué ces ondulations qui se propagent dans l'espace, appelées ondes gravitationnelles, émises lorsque des trous noirs entrent en collision. Eh bien, LISA est conçue pour capter ces signaux. Elle flottera dans l'espace à l'affût de toutes sortes de secousses cosmiques, pas seulement des événements intenses, mais aussi de petits trous noirs gravitant autour de géants. En quoi les ondes gravitationnelles sont-elles si précieuses? De nombreux objets cosmiques sont invisibles au télescope classique, car ils n'émettent aucune lumière. Mais ces ondes, elles, traversent l'univers sans se soucier de l'obscurité. Elles nous révèlent ce qui se cache dans les zones les plus inaccessibles. En les étudiant, les scientifiques espèrent découvrir des phénomènes encore inconnus. Les trous noirs, les origines de l'univers, et peut-être même des éléments dont nous ignorons l'existence. Grâce à LISA, nous pourrions mieux comprendre la naissance de l'univers, son évolution, ainsi que sa composition. Revenons à ces collisions de trous noirs. Les repérer n'est pas chose facile, mais les chercheurs ont trouvé une solution ingénieuse. Ils ont recours à l'intelligence artificielle pour filtrer les signaux et éviter qu'ils ne soient brouillés par le bruit de fond terrestre ou par les interférences des instruments. Cette approche s'inscrit dans un projet combinant l'IA à la recherche spatiale. Les scientifiques sont de plus en plus convaincus de la réalité des trous noirs de masse intermédiaire, ceux situés entre les petits et les supermassifs. Et ces objets figurent sans doute parmi les plus passionnants à explorer grâce aux ondes gravitationnelles, qu'elles soient détectées depuis la Terre ou depuis l'espace. La prochaine étape majeure, la Lune. Des détecteurs installés à sa surface pourraient capter certains types d'ondes que les instruments terrestres ne perçoivent pas. Cela permettrait de mieux localiser ces trous noirs dans l'immensité du cosmos. Parallèlement à ces travaux, les scientifiques préparent aussi l'exploration humaine de la Lune. Ils assistent la NASA dans le choix des sites les plus prometteurs pour les missions à venir, en se concentrant sur des objectifs scientifiques majeurs tels que la physique solaire, la météo spatiale ou les lois fondamentales de l'univers. C'est une période enthousiasmante, autant pour l'étude des trous noirs que pour le lien entre science et exploration spatiale. Imaginez un objet d'une puissance telle qu'il pourrait désintégrer tous les atomes de votre corps en une fraction de seconde. Cette chose file à travers l'espace sans bruit, ni morte, ni vivante, mais quelque part entre les deux. Si ce monstre terrifiant se dirigeait vers la Terre, nous serions condamnés. Alors, qu'en est-il? Les astronomes ont découvert un objet spatial rapide et puissant qui traverse notre galaxie, la Voie lactée, à plus de 167 000 km/h. C'est bien plus rapide que la fusée la plus rapide jamais construite. Cet objet spatial étrange a reçu le nom d'étoile zombie. La raison, c'est qu'il s'agit du résidu d'une étoile morte il y a très longtemps, mais qui bouge pourtant encore. Cette étoile zombie fait partie de la catégorie des magnétars. Une boule minuscule et super lourde. Elle fait la taille d'une ville, mais est plus lourde que le Soleil. Cela en fait l'un des objets les plus denses de l'espace. Seuls les trous noirs le sont davantage. N'oublions pas de parler de moi. Les magnétars ont également un champ magnétique incroyablement puissant. Celui de notre zombie est 100 billions de fois plus puissant que celui de la Terre. Tellement puissant même que si ce magnétar s'approchait de la Terre, il effacerait d'un seul coup toutes les cartes de crédit de la planète. Fini les petites emplettes. En outre, si une personne s'approchait trop près d'un magnétar, à environ 965 km plus ou moins, ses atomes en seraient aussitôt désintégrés. Et fini, là encore, les petites emplettes. Heureusement, ce magnétar est très loin de nous et n'est pas près de s'approcher. Lorsqu'il a été découvert pour la première fois, il se trouvait à environ 15 000 années-lumière de la Terre. C'est une distance énorme, vous n'avez donc pas à vous inquiéter de voir vos atomes partir en feu d'artifice pour le moment. Les astronomes ont repéré ce magnétar zombie pour la première fois en 2008. Et comme seulement une trentaine de magnétars sont connus dans notre galaxie, c'était un vrai coup de chance. Les scientifiques ont utilisé des télescopes spatiaux comme Hubble et Gaia pour l'observer. Et ils ont découvert qu'il se déplaçait beaucoup plus rapidement qu'ils ne le pensaient. À présent, les astronomes essaient de comprendre comment cette étoile zombie a reçu une telle impulsion. Au début, ils pensaient que, comme la plupart des magnétars, celui-ci était issu de l'explosion en supernova d'une étoile géante, le noyau de celle-ci devenant une étoile à neutrons super dense. Selon leur théorie, cela aurait pu se produire près d'un objet qui porte le nom de rémanent de supernova HB9. C'est tout à fait plausible, car la plupart des magnétars sont créés de cette manière. Mais en suivant son mouvement, ils ont aussi découvert que notre étoile zombie se déplaçait trop rapidement et allait dans la mauvaise direction pour provenir de HB9.
Ils ont donc retracé son parcours sur plusieurs milliers d'années, mais n'ont toujours pas pu identifier l'étoile explosive ni l'amas stellaire dont elle pourrait être issue. Cela signifie que les scientifiques ont maintenant un mystère de plus à résoudre. D'où vient cette étoile zombie? Et comment a-t-elle été formée? Selon l'une de leurs hypothèses, elle proviendrait en réalité d'une naine blanche, le noyau restant d'une étoile de la taille de notre Soleil après l'épuisement de tout son carburant. Normalement, lorsque les naines blanches explosent, elles sont complètement détruites. Mais dans de rares cas, au lieu de se désintégrer, la naine blanche s'effondre sur elle-même et se transforme en étoile à neutrons. Cette étoile à neutrons peut alors devenir un magnétar. Cette exceptionnelle formation de magnétar nous renseigne aussi un peu sur une autre grande énigme, les sursauts radio-rapides, ou FRB. Il s'agit de flashs très rapides et puissants, d'énergie radio provenant de l'espace profond. Certains FRB viennent de galaxies si anciennes qu'on s'étonne qu'elles puissent encore contenir des étoiles capables d'exploser. Mais si les magnétars peuvent naître de l'effondrement de naines blanches, cela pourrait expliquer comment ces FRB continuent de survenir. Quoi qu'il en soit, comprendre comment se forment les magnétars pourrait nous permettre d'expliquer de nombreux événements étranges et puissants que nous observons dans l'univers. Cependant, l'enquête se poursuit et aucune réponse n'a encore été trouvée. Les étoiles zombies qui errent à travers l'univers ne sont pas le seul mystère qu'il nous reste à résoudre. En voyageant à travers le cosmos, vous pourriez tomber sur un étrange objet qui ne ressemble à rien. À une distance de 700 millions d'années-lumière de la Terre, il y a un trou, un vide contenant un tout petit nombre de galaxies. Cette région est à peu près sphérique et fait environ 330 millions d'années-lumière de diamètre. Elle pourrait contenir notre galaxie, la Voie lactée. Des milliers et des milliers de fois, c'est le mystérieux vide du Bouvier, ou grand vide. Vous voyez, les galaxies sont comme des toiles géantes. La plupart d'entre elles font partie de longues structures appelées filaments. Ceux-ci se déploient à travers le cosmos, et lorsqu'ils se rencontrent, ils forment des régions à forte concentration de galaxies. Ces régions sont ce que nous connaissons sous le nom d'amas de galaxies. Mais entre ces amas et ces filaments, il y a d'énormes vides dans lesquels ne se trouvent que très peu de galaxies. Ces vides constituent presque 80% de l'univers observable. Et la plupart d'entre eux sont immenses, de 30 à 300 millions d'années-lumière de large. Le vide du Bouvier est l'un des plus massifs. Il a même remporté le titre de supervide. Les astronomes pensent qu'il pourrait être le résultat de la fusion de plusieurs vides plus petits. Mais qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces gigantesques zones vides? Nous pourrions trouver une explication dans l'origine de l'univers. Dans ces premiers jours, je n'étais pas encore né, moi. Toute la matière de l'univers était rassemblée de manière assez compacte. Les astronomes pensent même que nous avions là une espèce de soupe uniforme. Mais bientôt, des fluctuations quantiques aléatoires ont commencé à distribuer toute cette matière. Certaines zones sont devenues plus denses et leur attraction gravitationnelle est devenue plus forte. Elles ont commencé à voler de la matière aux régions moins denses. Résultat, elles sont devenues encore plus denses. Et elles ont attiré de plus en plus de matière. Parallèlement, de petits amas se sont mis à s'éloigner du centre, formant des galaxies. Si vous pouviez visiter l'amas stellaire qui porte le nom de Palomar 5, vous oublieriez à peu près tout des vides, des supervides, et même des étoiles zombies. Au lieu de cela, il vous faudrait vous concentrer sur votre survie, car la région cache, en son sein, un essaim de plus de 100 trous noirs. Et ces trous noirs ne sont pas simplement là à ne rien faire. Ils travaillent, façonnant l'amas en permanence. Palomar 5 est un groupe d'étoiles situé à environ 80 000 années-lumière de la Terre. Normalement, des amas comme celui-ci sont plutôt denses, avec des étoiles toutes serrées les unes contre les autres. Mais Palomar 5 est différent. Il est étendu et possède une énorme queue d'étoiles qui s'étire sur 30 000 années-lumière. Cette magnifique queue porte le nom de courant stellaire. C'est comme si les étoiles ruisselaient de l'amas, créant une longue rivière de lumière. Les courants stellaires comme celui-ci sont rares et difficiles à étudier. Les amas globulaires comme celui-ci sont extrêmement vieux. Certains sont presque aussi anciens que l'univers lui-même. Mais Palomar 5 se distingue également par le fait qu'il est le seul amas à posséder encore un courant stellaire, du moins à notre connaissance. Et ce sont les trous noirs présents au sein de l'amas qui pourraient être responsables de cela. Ils exercent en effet une attraction sur les étoiles, perturbant leurs orbites et les projetant vers l'extérieur, ou devrais-je dire les propulsant, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ces étoiles composent le courant stellaire. Au fil du temps, de plus en plus d'étoiles sont expulsées. Palomar 5 a bien plus de trous noirs que prévu. Environ 20% de la masse de cet amas est constituée de trous noirs. Il y en a plus de 100, chacun ayant environ 20 fois la masse de notre Soleil.
Bien sûr, Palomar 5 ne durera pas éternellement. Dans environ 1 milliard d'années, il se désintégrera complètement. À ce moment-là, toutes ces étoiles auront disparu, ne laissant derrière elles que les trous noirs. Ceux-ci orbiteront autour de la Voie lactée, tel un vestige fantomatique. Bien que cet amas soit relativement effrayant, il existe quelque chose d'encore plus inquiétant dans l'espace observable. Les épais nuages de gaz et de poussière appelés nébuleuses. L'une des plus étranges est probablement NGC 2392, située à 5000 années-lumière de la Terre dans la constellation des Gémeaux. Elle a été découverte il y a plus de 200 ans et est devenue célèbre en raison de sa curieuse apparence. C'est essentiellement un disque de matière avec un anneau d'objets en forme de comète. Les queues de ces objets s'éloignent de l'étoile située au centre de la nébuleuse. Les bandes oranges dans la partie externe du nuage s'étendent sur des années-lumière dans toutes les directions. Le centre ressemble à une pelote de ficelle, mais en réalité, c'est une bulle de matière projetée dans l'espace par le vent de matière produit par l'étoile centrale. Incroyable. Les océans couvrent environ 70% de la surface de la Terre, et nous n'en avons exploré que 5 à 20%. Et récemment, les astronomes ont découvert encore plus d'eau. Une immense réserve flotte dans l'espace, près d'un quasar situé à plus de 12 milliards d'années-lumière. Et il ne s'agit pas d'une simple flaque d'eau, mais d'une quantité absolument impressionnante. Environ 140 000 milliards de fois plus importante que toute l'eau des océans de la Terre. Elle gravite autour d'un trou noir supermassif 20 milliards de fois plus grand que notre Soleil. Ce trou noir est entouré d'un quasar extrêmement lumineux. Il émet autant d'énergie que 1000 milliards de soleils réunis. J'en ai un peu le vertige. D'ailleurs, comme la lumière met du temps à nous parvenir, nous voyons ce quasar tel qu'il était lorsque l'univers était encore jeune. Les astronomes sont convaincus que cette immense réserve d'eau est la plus éloignée et la plus grande jamais découverte dans l'espace. Matt Bradford, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a précisé que c'est grâce à son environnement unique que ce quasar est à même de produire une telle quantité d'eau. L'équipe de Bradford, en collaboration avec un autre groupe d'astronomes, étudie depuis un certain temps ce quasar et le trou noir supermassif qui se trouve en son centre. Ils ont remarqué que lorsque le trou noir attire la matière environnante, il réchauffe le gaz et la poussière qui se trouvent à proximité. Ce processus a créé une zone remplie de molécules qui n'avaient jamais été observées à une telle distance auparavant. Les premiers quasars ont été détectés il y a plus de 50 ans, lorsque des télescopes ont repéré des objets extrêmement lumineux dans l'espace lointain. Ce ne sont pas des étoiles ordinaires, ils brillent au centre de galaxies lointaines et sont si puissants qu'ils éclipsent toutes les étoiles qui les entourent. Au cœur de chaque quasar se trouve un trou noir gigantesque, des millions, voire des milliards de fois plus lourd que le Soleil. Lorsque le gaz et la poussière tourbillonnent vers le trou noir, ils se réchauffent et libèrent une quantité incroyable d'énergie. Cela fait du quasar l'un des objets les plus brillants et les plus puissants que nous ayons jamais observés dans l'espace. Observer les quasars, c'est comme remonter dans le temps. La lumière que nous voyons aujourd'hui a voyagé pendant des milliards d'années. Elle permet aux scientifiques d'avoir un aperçu de ce à quoi ressemblait l'univers dans un passé lointain. Les quasars peuvent nous aider à comprendre comment les galaxies se sont formées, comment la matière s'est propagée et comment les premières structures cosmiques se sont assemblées. Certains quasars émettent d'énormes jets de particules ultra rapides. En s'étendant dans l'espace, ils peuvent parfois modifier des régions entières de l'univers. Mais revenons à cette eau sidérale, ou plutôt à cette vapeur d'eau. Lorsque les astronomes l'ont découverte, elle flottait autour du quasar, répartie sur une immense zone large de plusieurs centaines d'années-lumière. À titre de comparaison, une seule année-lumière équivaut à environ 9,6 billions de kilomètres. Même si le gaz y est incroyablement rare, contrairement à ce que nous connaissons sur Terre, il est beaucoup plus chaud et plus dense que le gaz présent dans la plupart des autres galaxies, y compris dans notre propre Voie lactée. La température de ce gaz est d'environ -52 degrés Celsius, et sa densité est environ 300 000 milliards de fois inférieure à celle de l'atmosphère terrestre. Cela semble extrême. Même à l'échelle de l'espace, c'est inhabituel. Or, la vapeur d'eau n'est pas une molécule comme les autres. Le fait même qu'elle existe à proximité d'un quasar suggère que cette zone est régulièrement exposée à des radiations. C'est cette exposition qui maintient le gaz à une température plus élevée que la normale. Pour ajouter au mystère, les astronomes ont également détecté du monoxyde de carbone et d'autres molécules. En d'autres termes, il y a beaucoup de matières premières dans les environs.
À l'avenir, ce gaz pourrait contribuer à agrandir encore davantage le trou noir supermassif, jusqu'à 6 fois sa taille actuelle. Cependant, ce n'est qu'un scénario parmi tant d'autres. Une partie du gaz pourrait être aspirée par le trou noir, une autre pourrait former de nouvelles étoiles, et une autre encore pourrait être projetée dans l'espace. La découverte de vapeur d'eau dans un quasar aussi lointain signifie que les éléments constitutifs de l'univers existent depuis des milliards d'années. L'eau est essentielle à la vie telle que nous la connaissons, donc sa présence il y a si longtemps suggère que les ingrédients nécessaires à la vie existaient bien plus tôt que nous ne le pensions. Cependant, l'eau n'est pas seulement importante pour la vie. Elle joue également un rôle clé dans la formation des étoiles et des galaxies. Lorsque d'énormes nuages de gaz se refroidissent, l'eau contribue à leur effondrement, facilitant ainsi la naissance de nouvelles étoiles. Mais comment les chercheurs ont-ils pu repérer cet énorme nuage d'eau? En 2008, l'équipe de Bradford a commencé à rechercher de l'eau dans l'espace à l'aide d'un instrument spécial appelé ZSPEC. Celui-ci était fixé à un télescope de 10 mètres à Hawaï. Pour vérifier leurs résultats, ils ont utilisé un autre outil puissant, le CARMA. Il s'agit d'un groupe d'antennes radio situé dans les montagnes du sud de la Californie. Au même moment, une autre équipe recherchait de l'eau à l'aide d'un télescope situé dans les Alpes françaises. En 2010, cette deuxième équipe a détecté une infime trace d'eau dans notre lointain quasar. Il s'agissait d'un signal minuscule. Par la suite, le groupe de Bradford a détecté d'autres signaux. C'était la preuve dont nous avions besoin pour conclure qu'il y avait effectivement une énorme quantité d'eau là-bas. Aujourd'hui, notre nuage flottant de vapeur d'eau n'est plus le seul endroit où nous avons trouvé cette molécule en dehors de la Terre. Les scientifiques ont récemment fait une découverte majeure. Il existe d'énormes réserves d'eau liquide cachées profondément sous le sol martien. En théorie, les futurs astronautes pourraient donc utiliser cette eau pour leur mission, voire pour s'installer de manière permanente sur Mars. Mais bien sûr, il y a un hic. Cette eau ne se trouve pas dans de jolis lacs ou océans facilement accessibles. Elle est enfouie si profondément à l'intérieur de Mars que nous n'avons aucun moyen de l'atteindre avec la technologie dont nous disposons actuellement. Les scientifiques l'ont découverte en analysant les données sismiques de la sonde Mars InSight. Celle-ci a détecté une activité sismique étrange, que l'on peut expliquer par la présence de ces réserves d'eau cachées. Mars contient donc encore de l'eau aujourd'hui, principalement sous forme de glace à la surface ou juste en dessous. Mais ce n'est rien comparé aux quantités massives que la planète contenait il y a des milliards d'années. La grande question est la suivante. Où est passée toute cette eau? Les scientifiques pensent qu'elle s'est soit évaporée dans l'espace, soit déplacée vers l'intérieur de la planète, où elle pourrait désormais être piégée sous forme de gisements liquides ou de dépôts de glace. Le problème? Nous n'avons aucun moyen de mesurer la quantité d'eau perdue par Mars. Cette question reste donc sans réponse pour l'instant. La Lune, satellite de la Terre, contient également de l'eau, mais pas sous la forme que vous imaginez. Au lieu de lacs ou de rivières, l'eau de la Lune est principalement constituée de glace, répartie de manière inégale à sa surface. Les pôles, froids et ombragés, en sont particulièrement riches, car ils ne sont jamais exposés au soleil. Une grande partie de cette glace est également mélangée au sol lunaire et enfouie profondément, ce qui la rend très difficile à atteindre. Il y a ensuite Encelade, l'une des lunes de Saturne. Elle est minuscule, avec un diamètre de seulement 505 km. C'est tout de même suffisant pour contenir l'Arizona. Tiens, pourquoi ne pas essayer? Plus sérieusement, lorsque la sonde spatiale Cassini de la NASA est arrivée près de Saturne, les scientifiques s'attendaient à trouver un monde gelé et stérile. Mais au lieu de cela, ils ont observé d'énormes panaches de particules glacées et de vapeur d'eau jaillissant de geysers près du pôle sud. Cela signifiait qu'un océan gigantesque devait se cacher sous sa croûte glacée, pris en sandwich entre le noyau rocheux de la Lune et sa surface gelée. Le fait que cet océan soit actif et envoie constamment des matériaux dans l'espace fait d'Encelade une candidate de choix pour de futures explorations. Nous avons également Europe, l'une des lunes de Jupiter et l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de vie extraterrestre. Europe possède un gigantesque océan d'eau salée qui pourrait atteindre 64 à 161 km de profondeur. Cela signifie qu'il pourrait contenir plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Mais il y a un obstacle de taille. Cet océan est caché sous une épaisse couche de glace, et les scientifiques pensent qu'il aurait une épaisseur située entre 16 et 32 km. L'océan d'Europe reste liquide grâce aux forces de marée exercées par la gravité de Jupiter. L'attraction massive de la planète étire et comprime la Lune, créant une friction qui la réchauffe à l'intérieur et empêche l'océan de geler.
Le plus passionnant, c'est que les scientifiques pensent que des panaches d'eau pourraient jaillir des nombreuses fissures qui parsèment la surface glacée d'Europe. Si cela se confirme, nous pourrions un jour être en mesure de prélever des échantillons de cet océan sans avoir à forer à des kilomètres de profondeur. Cependant, de nombreuses inconnues subsistent. Quel est le volume des réserves d'eau d'Europe? À quelle vitesse se recongèle-t-il? Et comment la température et la pression extrême affectent-elles la glace? Les scientifiques sont impatients de le découvrir, car l'océan d'Europe est l'un des lieux les plus prometteurs où trouver des microbes extraterrestres dans notre système solaire. Un géant se cache dans le ciel. Kipu est le plus grand objet que nous ayons jamais découvert dans l'univers proche. Cela fait des années qu'il perturbait notre compréhension du cosmos, et nous venons enfin de mettre le doigt dessus. Kipu est dense, puissant et dangereux si on l'ignore. Si nous ne comprenons pas ce genre de structure, nous risquons d'interpréter l'univers complètement de travers. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, pas d'un objet solide, comme une planète ou une étoile. Et ce n'est pas non plus une chose unique, c'est une superstructure, en gros, une région entière de l'univers. Un enchevêtrement de matière qui s'étend sur un espace immense et qui est maintenu par la gravité. Kipu est constitué d'un immense réseau de galaxies, des amas absolument gigantesques, ainsi que de gaz et de matière noire. C'est comme une autoroute où les amas seraient les villes, les divers filaments les routes secondaires, et la matière noire l'infrastructure invisible qui maintiendrait le tout. Et ce géant s'étend sur 1,3 milliard d'années-lumière. Cela signifie que si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il vous faudrait 1,3 milliard d'années pour le traverser. Kipu contient également 200 quadrillions de masse solaire, même s'il ne représente que 13% de l'univers observable. Le nom Kipu vient du système de cordes nouées utilisé par les Incas pour consigner des informations. C'était comme un système d'écriture. Dans ce système, chaque nœud, chaque couleur et chaque torsion racontait une histoire, des chiffres, des impôts, des récoltes et ainsi de suite. Ainsi, lorsque les astronomes ont découvert cette structure colossale dans l'espace, longue, enchevêtrée et ramifiée comme des cordes, ils se sont dit que ce nom lui conviendrait. De plus, la forme de la structure est assez proche de celle des Quipus Incas. Il y a un long filament central, et des filaments plus petits se ramifient sur les côtés. Le plus fascinant dans tout ça, c'est que Kipu n'est pas seul. Lorsque les scientifiques ont cartographié cette partie de l'univers, ils ont en fait découvert 5 de ces structures massives. Elles ne sont pas apparues tout d'un coup. Elles se sont formées au cours de milliards d'années, sous l'effet de la gravité qui a lentement rassemblé la matière. Au total, ces géantes contiennent près de la moitié de tous les amas de galaxies de cette région, 30% de toutes les galaxies, et un quart de toute la matière de l'univers observable. L'équipe qui a découvert Kipu a utilisé une astuce ingénieuse. Elle a recherché les rayons X provenant des amas de galaxies. Ces amas ne sont pas seulement remplis de galaxies, ils contiennent également du gaz extrêmement chaud. Ce gaz est si chaud qu'il rayonne dans le spectre des rayons X, que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, mais grâce à certains télescopes. Si ces rayons X sont si intenses, cela signifie qu'il y a là une quantité énorme de matière, galaxies, gaz et matière noire, attirées par la gravité. C'est dans ces zones que l'univers est le plus dense et le plus compact. En suivant les rayons X, les scientifiques ont donc pu dresser une carte des plus grandes structures cosmiques existantes, par exemple, de Kipu. Pourquoi est-ce important? Parce que ces mégastructures perturbent tout. Tout d'abord, elles déforment le fond diffus cosmologique, c'est-à-dire la lumière issue du Big Bang. Il s'agit d'une faible lueur qui emplit tout l'univers. Après le Big Bang et la création de notre monde, une toute première lumière, ainsi que les tout premiers signaux ont été émis, et ils ne se sont pas encore complètement dissipés. Même après 13,8 milliards d'années, les restes de ce rayonnement continuent de nous parvenir. En étudiant cette lumière ancienne, les scientifiques sont en mesure de déterminer à quoi ressemblait l'univers à ses débuts, et Kipu nous empêche de le faire. Cette mégastructure a une telle gravité qu'elle courbe et déforme la lumière du fond diffus cosmologique. C'est ce qu'on appelle l'effet Sachs-Wolfe intégré. Ces déformations ajoutent du bruit au signal d'origine, et il nous est donc plus difficile de savoir clairement à quoi ressemblait l'univers naissant et comment il s'est développé. Ces mégastructures perturbent également la constante de Hubble. L'univers est en constante expansion, et la constante de Hubble nous indique à quelle vitesse il grandit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres.
Cependant, les objets géants comme Kipu ont une gravité si forte qu'ils attirent les galaxies qui les entourent, perturbant leur mouvement. Il est donc plus compliqué pour les scientifiques de mesurer la vitesse réelle d'expansion de l'univers. Ils ne peuvent pas déterminer si une galaxie se déplace en raison de l'expansion de l'univers, ou simplement parce qu'elle est attirée par un objet énorme. Enfin, il y a le phénomène de lentille gravitationnelle. La lumière dans l'espace se déplace constamment, mais elle ne suit pas toujours une ligne droite. Si l'espace est déformé, par exemple par la gravité, la lumière sera également courbée et déformée. L'effet de lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière provenant de galaxies lointaines est déviée parce qu'elle passe à proximité d'un objet extrêmement massif, comme Kipu. Cette énorme gravité attire la lumière, tout comme une balle lourde peut déformer une feuille. Et comme la lumière nous transmet des informations, nous permettant littéralement de voir à quoi ressemblent les choses, cette déviation déforme notre perception des galaxies. Les galaxies finissent par apparaître étirées, plus lumineuses, et parfois nous trouvons même une galaxie entière au mauvais endroit. C'est comme si l'on regardait l'univers à travers une loupe. Si l'on n'y prend pas garde, on risque de mal interpréter ces déformations, et alors notre image du monde se trouve toute faussée. Heureusement, ces superstructures mystérieuses ne sont pas apparues comme par magie. Les astronomes soupçonnaient l'existence de quelque chose de ce genre, mais ils n'en étaient pas certains. Notre meilleur modèle de l'univers s'appelle le lambda CDM. Selon lui, l'univers a commencé avec le Big Bang, il est toujours en expansion et il est principalement composé de matière mystérieuse, l'énergie noire et la matière noire froide. Nous ne pouvons ni voir ni toucher ces éléments, mais nous savons qu'ils existent, car sans eux, notre univers s'effondrerait tout simplement. Ce modèle correspond à ce que nous observons, comme la formation des galaxies, le mouvement des étoiles et la forme générale de l'univers. Ainsi, même si certaines pièces du puzzle demeurent encore mystérieuses, elles s'intègrent parfaitement dans ce tableau d'ensemble. Et ce super modèle nous a permis de prédire l'existence de phénomènes tels que Kipu. Lorsque les scientifiques ont effectué des simulations, ils ont pu observer la formation de structures similaires, d'immenses réseaux cosmiques de galaxies reliées entre elles par la gravité. Et Kipu correspondait à ces prédictions dans la réalité. Cela signifie également que le modèle lambda CDM reflète bel et bien l'univers réel. Pas de surprise de ce côté-là. Mais maintenant, il nous reste à savoir ce que nous devons faire de ce qui s'avère être la plus grande structure connue dans l'univers observable. Il existait un autre géant avant Kipu, le Grand Mur de Sloan. Découvert en 2003, il était considéré comme l'une des plus grandes structures jamais observées. C'est un véritable monstre. Le Grand Mur de Sloan s'étend sur plus d'1 milliard d'années-lumière. On l'appelle mur, mais ce n'est pas un mur comme ceux que l'on trouve sur Terre. C'est aussi un vaste réseau cosmique composé de milliers de galaxies et de gaz, le tout relié par de la matière noire. Ce qui rend Kipu et le Grand Mur de Sloan si fascinants, c'est qu'ils semblent tout simplement trop grands pour être réels. Selon le modèle lambda CDM, des structures aussi gigantesques ne devraient pas être courantes, surtout à l'époque où elles se sont formées. Comment ces géants ont-ils pu apparaître si rapidement dans un univers censé grandir, s'étendre et se lisser au fil du temps? Et si nous continuons à en découvrir d'autres, ce qui serait complètement insensé, cela pourrait signifier que quelque chose de plus profond se cache dans la structure du cosmos. Tout cela fait partie de notre incroyable voyage copernicien. Une longue série de découvertes qui ne cesse de nous rendre plus humbles face à l'immensité de l'univers. Chaque fois que nous faisons une découverte de ce genre, nous comprenons un peu mieux que nous ne sommes pas du tout le centre de l'univers. Nous avons d'abord appris que la Terre n'était pas le centre du système solaire. Ensuite, nous avons découvert que le système solaire n'était qu'un grain de poussière parmi d'autres dans la galaxie. Aujourd'hui, même les superamas de galaxies, que nous croyions être les plus grands objets existants, se voient éclipsés par des structures telles que Kipu et le Grand Mur de Sloan. Cependant, ces structures ne sont pas éternelles. Kipu est temporaire. Au fil de milliards d'années, la gravité le déchirera et le fragmentera en morceaux plus petits. Certaines parties s'effondreront pour former des amas plus compacts, d'autres s'éloigneront simplement les unes des autres. Mais pour l'instant, Kipu reste l'une des structures les plus importantes de l'univers connu. Elle façonne la formation des galaxies. Elle courbe la lumière, ce qui rend sa compréhension extrêmement importante pour nous. Elle bouleverse littéralement toute notre vision du cosmos.
La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile, depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale, comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil, la sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux. Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission. Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans, qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024, des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques.
L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée. Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement. Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA. Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Alpo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons. Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA. Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours, il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. GRATIS sera équipé de capteurs ultra performants capables de détecter les moindres variations gravitationnelles à l'échelle nanométrique, soit 1 milliardième de mètre. Ces données permettront d'affiner la surveillance des sécheresses, d'évaluer les réserves d'eau souterraines et d'analyser les fluctuations du niveau des océans. Le lancement est prévu aux alentours de 2027 à bord d'une fusée, SpaceX Falcon 9. Ce signal avait traversé l'espace pendant 200 millions d'années et, lorsqu'il atteignit enfin la Terre, il s'accompagna d'un récit captivant. Il pourrait même nous permettre d'élucider une énigme qui perdure depuis 18 ans. Nous avons détecté celui-ci en 2022. Il s'agissait d'une flambée d'ondes radio d'une intensité exceptionnelle. Bien qu'il n'ait duré qu'une fraction de seconde, il surpassa en éclats des galaxies entières. Au départ, ce signal ne retint guère l'attention, car nous avions déjà observé des phénomènes similaires. C'était un sursaut radio rapide, ou FRB. Ces manifestations restent une énigme depuis des années, notamment parce que nous ignorons totalement leur origine. Les FRB sont de brèves et intenses décharges d'énergie qui nous parviennent de toutes les régions de l'univers. Leur durée n'excède pas 3 secondes, ce qui les rend difficiles à capter. Pourtant, il est presque impossible de ne pas les remarquer, tant leur puissance défie l'entendement. Un seul sursaut peut libérer autant d'énergie que le Soleil sur une journée entière. Ils nous intriguent,
depuis 2007. Nous avons enregistré plus d'1 millier de ces signaux, provenant d'un peu partout, de notre propre galaxie jusqu'à des régions situées à 8 milliards d'années-lumière. Aucun, cependant, n'a livré le moindre indice quant à son origine ou sa signification. Au moins, nous savons qu'ils ne résultent pas d'une activité extraterrestre. Ils doivent être générés par un phénomène récurrent, et ce dernier signal pourrait enfin nous fournir des réponses. Il n'a duré que 2 millisecondes et n'était pas particulièrement lumineux. Mais en l'examinant de plus près, les chercheurs se sont aperçus qu'ils allaient, pour la première fois, pouvoir le localiser avec précision. Ils se sont immédiatement attelés à la tâche. L'analyse a révélé que cette impulsion provenait d'une galaxie située à environ 200 millions d'années-lumière. En d'autres termes, ces ondes radio ont voyagé pendant tout ce temps avant d'atteindre la Terre. Le signal fluctuait de façon singulière, un phénomène connu sous le nom de scintillation. Lorsque la lumière ou les ondes radio se propagent jusqu'à nous, elles peuvent inopinément croiser des nuages de gaz. Les particules et les ondes se heurtent alors à ces masses, ce qui perturbe légèrement le signal. Ainsi, lorsqu'il nous est parvenu, il était quelque peu altéré. Pourtant, c'est précisément ce nuage qui nous a permis d'identifier avec exactitude l'origine de ce signal. Il s'avère qu'il provenait d'une étoile à neutrons, des objets d'une rare fascination. Ces astres sont les vestiges d'étoiles, à l'existence brève mais flamboyante. Lorsqu'une immense étoile, bien plus massive que notre Soleil, épuise son carburant, elle devient incapable de soutenir sa propre masse. Elle disparaît alors dans une explosion connue sous le nom de supernova. Dans ces derniers instants, son noyau s'effondre sous l'effet d'une gravité extrême, engendrant ainsi l'un des objets les plus denses de l'univers. Par curiosité, comparons cela à l'osmium, l'élément le plus dense que l'on trouve sur Terre. Un simple petit cube d'osmium pèserait environ 360 grammes, ce qui est déjà considérable. Ainsi, 30 décimètres cubes de cet élément atteindraient un poids stupéfiant de 640 kg, soit l'équivalent d'une vache de taille moyenne. Maintenant, tâchez de deviner la masse d'un cube minuscule extrait d'une étoile à neutrons. Ce serait un poids effarant de 7 milliards de tonnes. Oubliez l'idée même de le tenir dans votre main. Un tel objet déformerait la structure même de la réalité qui l'entoure. C'est un peu comme tenter d'imaginer le mont Everest réduit à la taille d'une bille. Une vision difficilement concevable. Malgré leur masse colossale, ces étoiles sont d'une taille étonnamment réduite, à peine 10 km de rayon, soit l'équivalent d'une ville. Pourtant, leur poids dépasse celui du Soleil lui-même. Mais si cela ne vous impressionne pas déjà, sachez que l'étoile à neutrons dont il est question n'était pas une étoile ordinaire. Il s'agissait d'un magnétar. Un magnétar est une catégorie rare d'étoiles à neutrons. Lorsqu'une telle étoile voit le jour, il n'y a qu'une chance sur 10 qu'elle devienne un magnétar. Ce phénomène se produit si, au moment de l'effondrement stellaire, son champ magnétique s'accroît de manière incontrôlable. La rotation s'accélère, l'intérieur est en pleine effervescence, et soudain, un champ magnétique 1000 milliards de fois plus puissant que celui de la Terre surgit. Et ce n'est pas tout. Ces champs figurent parmi les plus extrêmes de l'univers, au point de pouvoir désintégrer les atomes. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils pulvérisent tout ce qui les entoure, formant ainsi une mer incandescente de particules électriquement chargées, appelée plasma. Le champ magnétique, déchaîné, tord et déforme ce plasma à sa guise, transformant la scène en un véritable chaos brûlant. Tout y est en perpétuel mouvement, collision, dispersion, absorption, un environnement peu propice à la détente. Mais revenons à notre protagoniste. Le magnétar dont nous parlons baignait lui aussi dans cette soupe de plasma et était entouré d'un champ invisible aux effets redoutables. Et c'est précisément de là que provenait le mystérieux signal. Il était né quelque part dans cet environnement infernal, à une distance de 10 000 km du magnétar. Cela peut sembler considérable, mais en réalité, cette distance est inférieure à celle qui sépare New York de Singapour. Un fait intrigant demeure. Comment un sursaut radio a-t-il pu s'échapper d'un tel endroit? En règle générale, ces émissions sont soit bloquées, soit absorbées. La plupart du temps, les ondes radio restent piégées sur place, comme dans une cage. Or, dans ce cas précis, l'une d'elles a réussi à se libérer, ce qui signifie qu'un phénomène a littéralement perforé le plasma. L'énergie s'est comportée de manière imprévisible, se tordant et se réorganisant d'une façon qui a favorisé l'émission d'ondes radio. Tout cela suggère que les sursauts radio rapides, ou FRB, proviennent probablement d'étoiles à neutrons, qu'il s'agisse de magnétars ou de pulsars.
Récemment, les astronomes ont conçu un télescope révolutionnaire baptisé CHIM, l'expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène. Un nom à rallonge, certes, mais cet instrument détecte des FRB au quotidien. Les FRB ne cessent de nous surprendre. La même année, nous avons découvert un sursaut radio dont les pics périodiques s'étendaient sur plus de 3 secondes, une durée bien plus longue que la moyenne. Celui-ci pourrait, lui aussi, être issu d'une étoile à neutrons. Si seuls les FRB issus d'étoiles à neutrons nous parvenaient, ils seraient sans doute bien plus rares. Tout porte à croire que ces signaux sont très variés et peuvent provenir d'une multitude de sources, y compris des abords de trous noirs. Il existe donc plusieurs théories concernant leur origine. Par exemple, ils pourraient résulter de la collision de 2 étoiles. Un choc aussi monumental dégagerait une énergie inimaginable et anéantirait totalement les astres impliqués. Certains astronomes pensent que ce phénomène pourrait expliquer les sursauts radio rapides. Toutefois, de tels événements sont d'une rareté extrême. D'autant plus que certains FRB se répètent. Si la majorité d'entre eux ne sont qu'un bref éclair avant de disparaître, d'autres semblent scintiller, comme celui que nous avons mentionné. Certains suivent même des cycles bien définis. Prenons l'exemple d'un répétiteur bien connu. Il fonctionne sur un cycle de 16 jours. Pendant 4 jours, il émet frénétiquement, puis reste silencieux durant 12 jours, avant de recommencer. Ce comportement est difficile à expliquer, même avec les étoiles à neutrons. Un mécanisme astrophysique unique doit forcément être à l'œuvre, impliquant peut-être un objet en orbite autour d'un autre. Quoi qu'il en soit, une collision stellaire ne pourrait justifier que des signaux uniques, jamais réitérés. Une autre hypothèse fascinante est celle du blizzard. Derrière ce nom étrange se cache un phénomène dramatique, la transformation d'une étoile à neutrons en trou noir. Un tel événement produirait une intense rafale d'ondes radio. Mais encore une fois, il serait excessivement rare et ces signaux ne devraient pas se répéter. Les trous noirs eux-mêmes restent une piste très sérieuse. Ils sont au cœur de nombreuses théories sur les FRB. Se pourrait-il que ces impulsions radio résultent de la chute d'une étoile à neutrons dans un trou noir? Ou bien du propre effondrement d'un trou noir? Peut-être même d'une interaction entre la matière noire et un trou noir. Qui sait? À ce stade, toutes les hypothèses méritent d'être explorées. Bien sûr, l'idée qui enthousiasme le plus est celle d'une origine extraterrestre. Peut-être que tous ces signaux ne viennent pas d'une intelligence inconnue, mais une fraction d'entre eux pourrait être le message d'une civilisation avancée. Toutefois, cette hypothèse demeure hautement improbable. Les FRB proviennent de toutes les régions du ciel et de distances très variées. De plus, ils sont pour la plupart similaires, ce qui serait étonnamment complexe à reproduire pour une civilisation intelligente. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve en matière de découvertes? Vous vous tenez à côté d'une immense fenêtre du sol au plafond de ce vaisseau spatial/ville errante que vous avez appelé votre maison depuis une douzaine d'années, avec quelques centaines d'autres personnes. Vous observez un objet fascinant approcher de votre vaisseau, vous demandant s'il mettra fin à ce voyage et à votre vie. Il ressemble à un astéroïde mais agit comme une comète. Se déplaçant comme si quelque chose le poussait, pourrait-il s'agir d'un moteur créé par une autre civilisation spatiale? Êtes-vous condamné ou sur le point d'entrer en contact avec une intelligence d'un autre genre? Maintenant, laissons cette fantaisie post-apocalyptique de côté et examinons de plus près ces envahisseurs spatiaux appelés comètes sombres. La question la plus intrigante est évidemment, qu'est-ce qui les fait bouger? Très probablement, il s'agit de gaz ou de matériaux s'échappant de la surface de ces objets spatiaux. Fait intéressant, jusqu'à récemment, personne n'était même certain de leur existence. Le premier astéroïde sombre a été découvert il y a seulement quelques années, et depuis lors, les chercheurs en ont identifié 14, dont 7 nouveaux découverts tout récemment. L'histoire des comètes sombres a commencé en 2016, lorsque des scientifiques ont remarqué quelque chose d'étrange à propos d'un astéroïde appelé 2003 RM. Son orbite n'était pas tout à fait ce qu'ils attendaient. Elle avait légèrement dévié, et personne ne pouvait expliquer ce changement par le comportement typique d'un astéroïde, lorsqu'ils reçoivent de petites poussées causées par le réchauffement inégal d'un astéroïde par la lumière du Soleil. Au lieu de cela, le mouvement suggérait que 2003 RM pourrait avoir libéré du matériau, ce que font souvent les comètes. Mais il y avait un hic. L'objet ne ressemblait pas à une comète. Il n'y avait pas de queue, pas de nuage de gaz visible. C'était juste un petit point de lumière, comme un astéroïde ordinaire.
Au début, les scientifiques pensaient que 2003 RM n'était qu'une énigme isolée. Mais en 2017, un télescope a repéré un autre objet étrange, celui-ci provenant de l'extérieur de notre système solaire. C'était Oumuamua. Lui aussi ressemblait à un astéroïde, mais avait une trajectoire qui changeait comme si du gaz s'en échappait. Les similitudes entre Oumuamua et 2003 RM ont amené les chercheurs à penser qu'il pourrait y avoir plus de tels objets étranges dans l'univers. En 2023, 7 autres avaient été découverts dans notre système solaire. Ces découvertes ont suffi pour donner à ce nouveau type d'objet le nom de comète sombre. Désormais, les scientifiques disposent de suffisamment de données pour commencer à remarquer des motifs et en apprendre davantage sur leurs caractéristiques. Ainsi, ils ont identifié 2 groupes principaux de comètes sombres. Le premier groupe, appelé comètes sombres externes, est plus grand, avec des tailles allant de centaines de pieds et même plus. Elles suivent des orbites longues et elliptiques, similaires à celles des comètes traditionnelles qui proviennent de régions proches de Jupiter. Le deuxième groupe, les comètes sombres internes, est plus petit, généralement d'une dizaine de pieds de diamètre. Ces comètes se déplacent sur des orbites presque circulaires et restent plus proches du Soleil, près de planètes comme la Terre, Vénus et Mars. La question principale de nos jours est: d'où viennent les comètes sombres? Peuvent-elles être les vestiges de corps plus grands qui se sont désintégrés? Ces corps célestes pourraient nous aider à comprendre l'histoire du système solaire. Et s'ils avaient apporté les ingrédients de la vie sur la Terre primitive? Une fois que nous aurons étudié les comètes sombres de manière plus approfondie, nous pourrions déterminer si elles contiennent des matériaux tels que de la glace ou des composés organiques. Et en effet, certains chercheurs sont certains que les comètes sombres peuvent contenir ou ont pu contenir de la glace, et ont joué un rôle important dans l'apport d'eau sur Terre. Selon quelques études, certains astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes, une région entre Mars et Jupiter remplie de débris rocheux, pourraient avoir de la glace sous leur surface. Et cette glace provenant de la ceinture d'astéroïdes pourrait avoir voyagé jusqu'à l'espace proche de la Terre. En d'autres termes, cela pourrait être un chemin permettant à l'eau d'atteindre notre planète. Jusqu'à présent, personne n'affirme que les comètes sombres ont définitivement apporté de l'eau sur Terre. Mais elles pourraient être un autre mécanisme permettant de déplacer de la glace d'une partie du système solaire à une autre. L'étude suggère également une connexion entre les comètes sombres et un groupe connu sous le nom de comètes de la famille de Jupiter. Ce sont des comètes dont les orbites sont fortement influencées par la gravité de Jupiter, souvent les attirant vers le Soleil. Cette connexion rend encore plus difficile la compréhension de l'origine des comètes sombres et de leur comportement. Maintenant, examinons de plus près les différences entre les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes traditionnels sont des corps rocheux qui orbitent relativement près du Soleil, généralement à l'intérieur de la ligne de glace. Cette région est si proche du Soleil que toute glace présente à la surface d'un astéroïde se transformerait directement d'un état solide à un état gazeux, ne laissant derrière elle que de la roche. Les comètes, quant à elles, sont des corps glacés qui se forment plus loin du Soleil. Lorsqu'elles s'approchent du système solaire interne, leur glace commence également à passer d'un état solide à un état gazeux, créant un nuage visible, appelé chevelure, ou une queue tout en libérant poussière et gaz. Les comètes sombres brouillent ces définitions. Elles apparaissent comme des objets rocheux semblables à des astéroïdes sans coma ni queue, mais elles présentent un comportement typique des comètes, à savoir de petites accélérations non gravitationnelles. Ces accélérations se produisent lorsque la glace se transforme en gaz, donnant à l'objet une légère impulsion. Après avoir analysé 7 comètes sombres connues, les astronomes ont estimé qu'entre 0,5% et 60% de tous les objets géocroiseurs pourraient appartenir à cette catégorie mystérieuse. Et comme les comètes sombres proviennent probablement de la ceinture d'astéroïdes, il est probable que de la glace existe même dans les régions de la ceinture auparavant considérées comme trop chaudes. Désormais, les objets proches de la Terre tels que les comètes sombres ne restent pas éternellement dans la même orbite. L'environnement proche de la Terre est instable et les objets y demeurent généralement pendant environ 10 millions d'années. Puisque le système solaire est âgé de plus de 4,5 milliards d'années, cela signifie que de nouveaux objets proches de la Terre doivent constamment remplacer ceux qui sont perdus. Des astronomes ont utilisé des modèles informatiques pour simuler le mouvement des objets sous l'influence d'accélérations non gravitationnelles. Ils ont retracé les trajectoires de ces objets sur une période de 100 000 ans et ont découvert que beaucoup d'entre eux se retrouvaient dans les mêmes régions où nous trouvons les comètes sombres aujourd'hui. Maintenant, vous vous souvenez de cette roche spatiale 2003 RM,
qui a été la première à être appelée une comète sombre? Eh bien, elle a fourni un indice particulièrement intéressant. Son orbite elliptique la rapproche de la Terre, puis l'emmène près de Jupiter avant de revenir vers la Terre. Cette trajectoire correspond à ce que les scientifiques s'attendraient d'une comète de la famille de Jupiter. Un objet qui a probablement été dévié vers l'intérieur de son orbite originale. Cependant, la plupart des autres comètes sombres étudiées semblent provenir des régions intérieures de la ceinture d'astéroïdes, plus proche de Mars. Les comètes sombres sont souvent petites et tournent rapidement. Les astronomes les décrivent souvent comme des glaçons sales. Tout cela parce que ces objets sont un mélange de roches et de glace, et lorsqu'ils traversent la ligne de glace, leur glace commence à se transformer en gaz. Ce processus non seulement provoque ces petites accélérations non gravitationnelles, mais augmente également leur vitesse de rotation. Et plus ces objets tournent rapidement, plus ils peuvent se désintégrer facilement en fragments plus petits. Les morceaux qui se détachent contiennent également de la glace. Et à mesure qu'ils tournent de plus en plus vite, ils se brisent en morceaux encore plus petits. Ce processus continue jusqu'à ce qu'il ne reste que des objets très petits, tournant rapidement. Ce cycle de fragmentation aide à expliquer pourquoi les comètes sombres sont souvent si minuscules. Mais cela pourrait aussi signifier qu'il y en a plus que ce que nous connaissons actuellement. La recherche sur les comètes sombres offre de nouvelles perspectives sur la distribution de la glace dans le système solaire et ses voies potentielles vers l'environnement proche de la Terre. Elle soulève également des questions intrigantes. Par exemple, quelle quantité de glace reste cachée dans la ceinture d'astéroïdes? Ou les comètes sombres ont-elles pu jouer un rôle dans la livraison d'eau ou de matériaux organiques sur Terre? Un des points les plus importants est que les comètes sombres pourraient représenter une part significative des objets géocroiseurs. Si cela s'avère vrai, cela pourrait signifier que notre compréhension de la population d'objets géocroiseurs et de leurs risques potentiels pour notre planète est loin d'être complète. Les processus façonnant les comètes sombres, de la sublimation à la fragmentation, pourraient être un facteur majeur dans l'évolution des corps glacés à travers le système solaire. Heureusement, de nos jours, les scientifiques ont l'occasion de combiner des modélisations avancées avec des observations, ce qui pourrait éventuellement éclairer cette classe d'objets très insaisissables qui pourraient détenir des indices sur l'histoire de l'eau et de la vie sur Terre. Habituellement, lorsque nous regardons des photos d'astronautes dans l'espace, nous pouvons voir qu'ils sont attachés de quelque manière à leur vaisseau spatial. Mais il y a eu un astronaute courageux qui a fait un grand pas dans l'inconnu, sans aucun câble de sécurité pour le relier à sa navette. Cet homme courageux s'appelait Bruce McCandless, et il a fait cette prouesse en 1984. Comment est-il revenu, vous demandez-vous? Il a réalisé ce tour de force à l'aide d'un réacteur dorsal à l'azote, une unité à manœuvre manuelle de la NASA. Il a d'abord effectué des manœuvres d'essai dans la soute de Challenger. Ce n'est qu'après s'être assuré que tout fonctionnait bien que McCandless a décidé de se lancer et d'aller se balader à une centaine de mètres de la navette. Des statistiques un peu tristes. Sur les 430 personnes qui ont fait le saut dans l'espace, 18 ont malheureusement perdu la vie, ce qui nous donne un taux de mortalité d'un peu plus de 4%. Au vu de ces chiffres, on peut affirmer que les navettes spatiales sont des moyens de transport très peu sûrs, c'est évident. Mais clarifions un peu les choses. Si nous calculons mieux ces chiffres, nous pouvons obtenir un pourcentage plus faible. Comment? Eh bien, 4% est un peu trompeur, parce qu'avec ce calcul, nous prenons en compte tous les vols spatiaux. Or, certaines personnes ont effectué plusieurs vols, ce qui réduit la probabilité. Avec plus de 600 sièges occupés lors de 113 vols, le véritable taux de mortalité des missions est en fait plus proche de 2%. Testons maintenant votre culture générale, voulez-vous? Quel a été le premier être vivant envoyé dans l'espace? Vous avez répondu un singe? Vous vous trompez. Pour ceux qui ont répondu un chien, désolé, ce n'est pas correct non plus. Le 9 juillet 1946, des drosophiles ont été les premiers êtres vivants à se rendre dans l'espace lors d'un vol suborbital à bord d'une fusée V2. Le 20 février 1947, ces petites bêtes sont revenues saines et sauves de leur voyage, ouvrant ainsi la voie à l'exploration humaine de l'espace. Avant d'envoyer des mammifères en mission, comme le singe Rhesus Albert II en 1959, ou les célèbres chiens de l'espace,
les scientifiques ont passé beaucoup de temps à étudier les mouches à fruits pour voir comment elles réagissaient aux radiations et aux conditions de voyage. Les chercheurs avaient commencé à utiliser des drosophiles pour leurs expériences dès les années 10. Vous savez pourquoi? Parce que les humains partagent un grand nombre de gènes avec ces petites bestioles. Imaginez que vous entendiez une musique effrayante lorsque vous êtes plongé dans l'obscurité et qu'il n'y a personne pour vous aider. Imaginez maintenant à quel point les astronautes qui ont entendu cette musique inquiétante dans leur navette ont pu être bouleversés. Quelques mois avant leur atterrissage sur la Lune, les astronautes de la mission Apollo 10 étaient en orbite autour de notre satellite, en train de tester leur équipement, lorsqu'ils ont entendu d'étranges bruits. Eugene Cernan, en plaisantant, a remarqué que ces bruits étaient sinistres et qu'ils ressemblaient à une musique bizarre. À ce moment-là, les astronautes n'avaient pas de contact avec le centre de contrôle. Ils se trouvaient près de la face cachée de la Lune. Ces bruits ressemblaient à la bande sonore d'un film de science-fiction. Mais la NASA a décidé de ne pas en faire grand cas, voulant protéger la santé mentale des astronautes. Malgré des années de spéculation, les théories allant de l'interférence radio à l'activité de particules chargées, la source des bruits reste inconnue. Cernan a remarqué plus tard que personne à bord n'avait pris ces bruits au sérieux et qu'il ne les avait pas signalés après la mission. Il y a de fortes chances que nous ayons déjà reçu des messages de nouveaux amis venus d'autres galaxies, mais que nous n'ayons pas réussi à les comprendre. En août 1997, des astronomes utilisant le radiotélescope Big Ear de l'Université de l'Ohio ont capté un étrange signal radio à bande étroite, provenant de la constellation du Sagittaire, qui a duré 72 secondes. Ce signal bourdonnait à une fréquence de 1420 MHz, ce qui est significatif car cela correspond aux émissions naturelles de l'hydrogène. Cette fréquence avait été signalée par les scientifiques près de 20 ans plus tôt comme un choix probable pour les civilisations extraterrestres qui tenteraient de nous contacter. Ils l'ont appelé le signal WOW. Après que l'un des astronomes se soit ainsi exclamé par écrit sur son relevé. Nous n'avons plus jamais entendu ce signal, et personne n'a été en mesure d'expliquer son origine de manière satisfaisante. Après avoir passé environ un mois dans l'espace, les astronautes commencent à perdre beaucoup de peau sous les pieds, en particulier les callosités coriaces qu'ils ont accumulées au fil du temps. Un astronaute a même appelé le centre de contrôle de la mission un peu paniqué, lorsqu'il a remarqué qu'un morceau de son talon se détachait littéralement. Mais pas d'inquiétude. Au fur et à mesure que les vieilles callosités disparaissent, il en apparaît assez vite de nouvelles sur le dessus des pieds. Cela permet aux astronautes de bien s'accrocher aux appuis, un peu comme des trapézistes de l'espace. Voir du sang dans ses urines est effrayant. En apesanteur, le sang ne descend pas dans le bas du corps de la même manière que sur Terre. Cela peut conduire à des situations un peu effrayantes dans les navettes. Les pulsions naturelles sont universelles, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Il y a deux raisons principales pour lesquelles les astronautes ne peuvent pas utiliser les toilettes traditionnelles dans l'espace. Tout d'abord, l'eau est une ressource extrêmement précieuse à bord d'un véhicule spatial. Deuxièmement, il n'y a pas d'écoulement gravitationnel de l'eau dans l'espace. L'eau potable à bord d'une station spatiale est contenue dans des poches et on se désaltère différemment que sur Terre. En apesanteur, un dispositif spécial, avec aspiration et sac jetable, est utilisé pour la collecte des déchets, le stockage étant évacué tous les 10 jours. En outre, les navettes sont équipées de systèmes complexes conçus pour recycler et filtrer les déchets liquides et les convertir en eau utilisable pour les besoins quotidiens des astronautes. Comme si tout cela n'était pas suffisant, le fait de passer une période prolongée à flotter dans l'espace pose un autre problème. Le corps peut perdre ses bourses séreuses, ces petits coussins que l'on trouve entre les articulations de la hanche. Si cela ne pose pas de problème immédiat dans un environnement sans gravité, le retour sur Terre peut transformer le simple fait de s'asseoir, que ce soit sur une chaise ou sur des toilettes, en une véritable torture. Les mouvements de fluide qui contribuent aux problèmes sanguins ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent également faire des ravages dans les sinus des astronautes, créant une sensation constante de congestion. C'est comme si l'on vivait en permanence dans une pièce étouffante, sans pouvoir se soulager. Ainsi, il y a de nombreux défis à relever lors d'un voyage spatial de longue durée.
une expérience aussi difficile qu'excitante. Un autre défi auquel les astronautes sont confrontés est la perte de vision, également connue sous le nom de syndrome oculaire, ce qui semble tout à fait scientifique. Bien que la cause exacte reste un peu mystérieuse, on pense que la pression supplémentaire exercée sur le cerveau peut endommager la rétine et le nerf optique. Et voici un fait amusant. Cette maladie touche surtout les hommes. Par ailleurs, vous pourriez penser que fermer les yeux dans l'espace équivaut à se plonger dans le noir, mais ce n'est pas le cas. En raison des niveaux élevés de rayonnement, les astronautes voient encore de vives lumières traverser certaines parties de leurs orbites. C'est un phénomène assez étrange qui les tient sur le qui-vive, même les yeux fermés. Passons à la vitesse supérieure et parlons de la santé des os dans l'espace. Il s'avère que la pesanteur peut vraiment faire des ravages sur le squelette des astronautes. Ils peuvent perdre jusqu'à 2% de leur masse osseuse chaque mois, ce qui est assez incroyable. Mais la bonne nouvelle, les chercheurs ont mis au point de nouveaux exercices qui les aident à lutter contre la perte de masse osseuse. Ainsi, même si les voyages dans l'espace ne sont pas sans poser de problèmes, les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour que nos astronautes restent en pleine forme pendant qu'ils explorent l'univers. L'effondrement terminal est une théorie intéressante sur la façon dont l'univers pourrait prendre fin. Il s'agit en fait de l'inverse du Big Bang. Imaginez que l'univers s'étende pendant des siècles et des siècles, puis qu'il freine et commence à s'effondrer sur lui-même, peut-être même en formant un énorme trou noir. Les scientifiques étudient cette question en se penchant sur la densité de l'univers. S'il est trop dense, un tel effondrement pourrait réellement se produire. Au début, on pensait que la gravité finirait par prendre le dessus et arrêterait l'expansion due au Big Bang. Mais nous avons ensuite découvert cette chose mystérieuse appelée énergie noire, qui accélère en réalité cette expansion. De ce fait, il semble que l'effondrement terminal soit peu probable. À l'heure actuelle, toutes les données indiquent que l'énergie noire est là pour rester, et que l'univers va donc continuer à s'étendre indéfiniment.